que c'est que la psychosomatique? Eh bien, c'est une nouvelle conception de l'être humain. Nous considérons désormais que l'être humain n'est plus un simple sac rempli de liquide, comme certains peuvent le penser encore. Il n'est plus une machine sophistiquée. Il est considéré dans la psychosomatique comme un formidable ordinateur dont le calculateur central est le cerveau. Un cerveau qui a des capacités absolument inouïes sur le plan de la puissance, puisque nous savons qu'un seul neurone d'escargot installé au cœur d'un de nos ordinateurs fait de main d'homme pendant un temps relativement court, bien sûr, parce que ce n'est pas éternel dans ces conditions-là, eh bien, ce neurone d'escargot permet à cet ordinateur d'avoir une rapidité et une capacité de travail multipliées par 100. Et imaginez que nous disposons de plusieurs milliards de neurones beaucoup plus évolués que celui de l'escargot, bien sûr. Voilà, donc le calculateur central est le cerveau. Il est capable de nous piloter tout au long de notre vie. C'est grâce à notre cerveau que nous sommes capables de faire des mouvements aussi complexes que la marche et n'importe quel mouvement, avec tous les muscles qui vont dans le sens de l'avancée dans l'espace, dans le sens de la retenue des mouvements, etc. Donc tout ça, c'est des apprentissages. C'est pareil, c'est grâce à notre cerveau que nous savons lire, écrire, etc. Et en même temps, il faut bien prendre conscience que ce cerveau n'est pas intelligent au sens véritablement profond. Il n'a qu'une intelligence informatique, il n'est capable que de mettre en œuvre des programmations qui sont préinscrites ou qu'il a acquises au cours d'apprentissage. Donc cette notion est déjà très très importante. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychosomatique? Donc c'est une conception de la vie, du fonctionnement, bien sûr, qui sous-entend qu'il y a quelque part, ailleurs que dans le cerveau, un commandant de bord. Si on prend la comparaison de l'avion de ligne, bien sûr, il y a un pilote automatique, mais il y a aussi le commandant de bord, c'est-à-dire le pilote humain. Et notre commandant de bord, pour nous, c'est notre esprit. Et l'esprit n'est pas à confondre avec ce cerveau. L'esprit, il est probable qu'il n'a pas de limite très définie, mais son centre se trouve au niveau du point hara, c'est-à-dire au niveau du centre de gravité du corps humain. Voilà. Et c'est là que nous allons disposer de la conscience, de l'intelligence, de la créativité, de la liberté, du libre arbitre, et que nous allons pouvoir, bien sûr, et ça c'est ça qui est important en psychosomatique, nous allons pouvoir programmer ou déprogrammer notre cerveau à volonté, puisque notre cerveau c'est un outil, c'est un pilote automatique qui est à notre service. Traversons la vie avec des émotions qui sont heureusement souvent positives, mais qui parfois aussi sont négatives. Et certaines de ces émotions vont obligatoirement nécessiter un travail de digestion, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il faut les accepter et puis faire le deuil peut-être d'un parent qui est décédé ou d'une personne que l'on aimait fort, faire le deuil d'une séparation, faire le deuil d'une violence qui a été subie, d'une humiliation. Bon, ça arrive assez souvent comme ça qu'il y a des émotions qui sont difficiles à digérer. Et donc ça, c'est tout un travail. Et bien sûr, ce travail peut se faire à plusieurs plans. Il peut se faire au plan des réactions provoquées à l'intérieur de l'organisme, dans notre corps physique et émotionnel, mais il peut se faire bien sûr aussi au niveau de l'esprit. Alors, le travail au niveau de l'esprit, automatiquement, cela va nécessiter ce qu'on appelle une religion, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie au Créateur, au divin. Alors, quelle que soit la conception que l'on ait par rapport à ça, peu importe, mais c'est absolument important de pouvoir se relier à quelque chose qui nous dépasse pour pouvoir faire le deuil des émotions qui ont été trop violentes. Mais
Au niveau de la matière, au niveau du corps physique, eh bien, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prêts à se mettre en place pour assimiler, pour digérer en quelque sorte ces émotions. La première des structures, c'est d'abord la psyché, ce qu'on appelle la psyché, c'est-à-dire le corps énergétique que les médecines orientales connaissent bien à travers les chakras, à travers la médecine traditionnelle chinoise, à travers des techniques comme ça, qui permettent d'aider la guérison de ces émotions. Les émotions sont également digérées, assimilées en quelque sorte par notre cerveau à l'échelle matérielle. Et à ce niveau-là, c'est le cerveau limbique, c'est-à-dire une région centrale de notre cerveau qui se charge de ça. Et d'ailleurs, il est assez étonnant de constater que toutes les informations sensorielles, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, transitent, font relais au niveau de ce cerveau limbique, justement pour gérer très probablement cette dimension émotionnelle des informations sensorielles qui nous parviennent. Et normalement, le cerveau limbique est capable de gérer ces informations et cette dimension émotionnelle. Et ensuite, une fois que c'est digéré, eh bien, on arrive à vivre à nouveau tout à fait normalement. Mais dans certains cas, les émotions sont beaucoup trop lourdes, beaucoup trop dures, et nous ne parvenons pas à digérer, à assimiler, à en tirer la leçon de façon automatique au niveau du cerveau. Et dans ce cas-là, ces émotions-là vont s'accumuler. Elles vont être rangées dans une mémoire de ce cerveau limbique. Et quelque part, elles vont l'accaparer. Ce qui fait qu'il va y arriver un jour où si ces émotions dures se succèdent, s'accumulent, où le vase va être plein et ça va déborder. Et lorsque ça déborde, ça crée une véritable tempête émotionnelle cérébrale et la totalité du cerveau va être accaparée par cette émotion. Et dans ce cas-là, on va se retrouver dans une situation de double danger de mort. Le premier danger de mort est causé par le fait que dans cette circonstance, bien sûr, on ne va plus penser à manger, on ne va plus être capable de dormir, le stress sera trop intense et par conséquent, on va finir par s'épuiser sur tous les plans. Donc, c'est pas possible de rester comme ça indéfiniment, à moins bien sûr d'une démarche spirituelle très complexe, mais là c'est un autre sujet. Le deuxième danger de mort, c'est que dans ces circonstances de stress majeur, imaginez par exemple que vous êtes un papa ou une maman, quand vous apprenez que votre enfant est à l'hôpital suite à un accident grave, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez foncer à l'hôpital. Vous allez prendre le volant de votre voiture et là, vous allez brûler les feux rouges, vous allez oublier les stops. Mais quelque part, c'est pas prudent et vous risquez d'avoir un accident. Et là, vous courez un danger mortel. Et c'est cette dimension de danger imminent, d'accident imminent, qui fait que le cerveau ne peut pas tolérer cette situation, ce débordement émotionnel, cette tempête émotionnelle. Alors que se passe-t-il en pareil cas ? Eh bien, il va chercher dans ses mémoires, puisqu'il n'est pas intelligent, il n'a pas d'intelligence réelle, il va essayer de trouver une solution à la mesure d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'il va fouiller ses mémoires et il va chercher un programme de survie. Quelque chose qui remonte souvent à la nuit des temps, qui n'est pas du tout forcément adapté à la situation présente. Par exemple, si nous gardons l'exemple de cette maman qui court à l'hôpital parce que elle vient d'apprendre que son enfant a eu un accident et qu'il est en danger de mort, eh bien, dans ce cas-là, le cerveau va se dire « mon enfant est en danger de mort » et il va chercher donc dans ses programmes ancestraux et il va arriver sur le premier danger de mort qui concernait l'enfant chez les mammifères, la famine. Et par conséquent, il va développer ce programme et il va mettre en œuvre un processus pour pallier à ce danger de mort par famine de l'enfant. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais le cerveau ne va pas faire la différence entre ces choses-là. Lorsqu'il a choisi ce programme, il le met en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, le premier temps de la mise en œuvre, c'est
un système de paratonnerre. C'est-à-dire que cet orage cérébral, imaginez qu'il y a un orage avec des éclairs partout, eh bien, il va le focaliser sur une zone précise du cerveau. Là, en l'occurrence, sera la corne du cervelet. Et il va, de ce fait-là, libérer le reste du cerveau. Et grâce à ce mécanisme, déjà, les doubles dangers de mort, c'est-à-dire le danger de mort par épuisement ou le danger de mort par accident, va être mis de côté. Donc c'est déjà colossal, même si ça ne va pas plus loin. Au niveau de cette zone paratonnerre du cerveau qui a été donc choisie de façon un peu mécanique par le cerveau, il va y avoir une transmutation de cette énergie négative en énergie positive et elle va être ensuite expédiée en quelque sorte vers l'organe correspondant. Et en l'occurrence, ça va être dans l'exemple que nous avons pris, c'est-à-dire le bébé en danger de mort, même s'il a 40 ans et que la mère en a 60, eh bien ça va être un cancer du sein pour pouvoir nourrir l'enfant. Il faut savoir que le cancer glandulaire du sein, c'est-à-dire une des formes de cancer du sein, il y en a plusieurs, le cancer glandulaire du sein a pour but de fabriquer beaucoup plus de lait et un lait beaucoup plus nourrissant par rapport à l'allaitement de l'enfant. Voilà. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, cette énergie va être envoyée vers le sein et la maman va donc développer un cancer. Donc là, ce sera un cancer du sein droit, en l'occurrence, puisque c'est l'enfant direct. Et la glande mammaire va se développer et se mettre à sécréter des litres de lait, à condition bien sûr qu'on le tire, ce lait. Évidemment, si on ne le tire pas, on ne s'en rend pas compte, il va rester sur place et on va simplement observer un grossissement de la glande. Évidemment, ce grossissement va être décrété cancer avec toute l'inquiétude que la médecine officielle a par rapport à ce diagnostic. Mais en psychosomatique, nous savons parfaitement que ce processus n'est pas négatif, c'est un processus positif. Si vous prenez par exemple le cas de la vache laitière qui, contrairement aux humains, synthétise la vitamine C, eh bien, la vache laitière est une vache qui a un cancer des mamelles et un cancer extrêmement important. Et c'est grâce à ce cancer que sa production de lait est passée de 4 à 5 litres par jour lorsqu'elle a le veau au pis à 20, 30, 40, voire 50 litres par jour. Et c'est un lait qui est encore plus nourrissant, qui est de très, 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 très bonne qualité sur tous les plans, même énergétiques. Donc c'est important de comprendre ces mécanismes-là. Voilà. Donc, quelque part, on pourrait dire qu'en psychosomatique, le cancer, c'est un petit peu comme la soupape de sécurité de la cocotte minute. Une cocotte minute, donc, c'est une casserole particulière aux parois très épaisses et qui permet la cuisson à une température beaucoup plus élevée grâce à une hyperpression. Cette hyperpression est obtenue par un couvercle parfaitement étanche et il y a un pointeau qui évite donc que la pression reste la pression atmosphérique banale. Et chaque cocotte minute dispose d'une autre soupape de sécurité quelque part. Cette soupape de sécurité, elle est réglée de façon à ce que si pour des circonstances diverses, la première soupape qui est sous le pointeau s'obstrue, et ne peut absolument plus s'ouvrir, eh bien cette deuxième soupape va pouvoir se mettre en route, s'ouvrir et diminuer la pression à l'intérieur de la cocotte minute de façon à ce qu'elle n'explose pas tout simplement. Donc on peut imaginer, on peut voir le cancer comme un processus de cet ordre-là. C'est simplement pour rester en vie, pour éviter que nous n'explosions sous l'ampleur et la gravité du stress. Veut faire un travail de guérison, il va falloir d'abord sortir du processus émotionnel et donc faire tout un travail de psychothérapie. Il va falloir essayer de reprogrammer le cerveau par rapport à ces programmations ancestrales complètement inadéquates très souvent, et donc ça implique de prendre en compte la dimension spirituelle de l'individu et sa reliance au divin, quelle qu'elle soit, et puis
Et puis bien sûr, il va falloir faire un travail vraiment sérieux de redigestion de toutes ces émotions qui se sont accumulées au cours des années et qui ont rendu cette personne très vulnérable. Donc c'est un travail assez complexe qui peut prendre plusieurs jours. Et en même temps, c'est quelque chose qui est tellement plus réconfortant, tellement plus positif que, que la médecine officielle telle qu'elle fonctionne actuellement et qui est dans cette peur terrifiante vis-à-vis du cancer. Donc c'est dommage. Je pense qu'on peut revoir tous ces processus cancéreux dans cette dynamique psychosomatique avec beaucoup plus d'apaisement et avec probablement des bien meilleurs résultats que ce que n'obtient la médecine officielle aujourd'hui.